Bonjour Tom, comment vas-tu? Bonjour, écoute, ça va en dépit du contexte international qui est particulièrement dramatique. Merci beaucoup. Tom Martin, tu es une figure bien connue de soutien et lutte pour la Palestine en Europe. Tu as beaucoup d'estime, beaucoup de considération, de reconnaissance aussi des voix des milieux engagés pour la Palestine. Aujourd'hui, je t'invite Tom, pour essayer de décrypter ensemble ce que beaucoup appellent désormais une comédie diplomatique, la reconnaissance symbolique de la France de l'État palestinien. Derrière les déclarations officielles, quelle réalité, quelle hypocrisie et surtout quelles conséquences pour le peuple palestinien. Que signifie réellement cette reconnaissance diplomatique de l'État palestinien par la France? Est-ce que c'est une reconnaissance pleine et entière? A-t-elle un effet juridique concret d'après toi? Ta question est assez complexe, mais déjà, moi, je pense que ce qui est important de souligner, c'est que ce qui s'est passé en début de semaine aux Nations Unies, c'est pas la reconnaissance de la Palestine ou c'est pas la reconnaissance du droit à l'autodétermination du peuple palestinien, mais Macron a reconnu moins de 22%, en réalité à peine 10% des territoires palestiniens qui aujourd'hui sont des enclaves palestiniennes avec l'objectif qu'elles soient démilitarisées et dépendantes économiquement de l'occupation israélienne. Moins de 10%, c'est-à-dire Gaza et une petite partie de Jérusalem-Est et une petite partie de la Cisjordanie qui sont aujourd'hui colonisées avec la présence de plus de 800 000 colons. Donc, quand on parle de reconnaissance de l'État de Palestine, on parle de ça, très concrètement. Par ailleurs, Emmanuel Macron a posé des conditions politiques à cette reconnaissance, notamment le désarmement du Hamas et de l'ensemble des organisations palestiniennes qui sont aujourd'hui engagées dans la lutte contre le génocide en cours à Gaza. Et en réalité, cette reconnaissance est à la fois le fait de sanctifier la légitimité du projet sioniste sur une écrasante majorité des terres palestiniennes historiques de la mer au Jourdain. Et par ailleurs, c'est une manière d'essayer de construire une voie alternative à celle qui est menée aujourd'hui par Netanyahou, c'est-à-dire une opération militaire génocidaire sans aucune perspective politique autre que la destruction pure et simple du peuple palestinien. Et Emmanuel Macron et ses alliés, notamment l'Arabie saoudite, essayent de faire émerger une voie alternative qui permette de liquider la cause palestinienne, mais par la voie diplomatique. Par ailleurs, cette reconnaissance ne va avoir aucune incidence significative d'un point de vue diplomatique ou politique, parce qu'elle est essentiellement de l'ordre du symbolique. Et par ailleurs, elle essaye de remettre sur le devant de la scène la dite solution à deux États, qui, à mon sens, est une perspective fondamentalement illégitime, parce que le peuple palestinien fait face à 77 ans de colonialisme et de peuplement, et que face à 77 ans de colonialisme et de peuplement, la seule alternative, en réalité, c'est le démantèlement de l'État sioniste en tant que structure coloniale raciste et suprémaciste. Et donc, aujourd'hui, il y a un enjeu à faire preuve de clarté politique autour de la situation et pas seulement regretter que cette reconnaissance ne soit pas accompagnée de sanctions, par exemple, ce qui, par ailleurs, souligne complètement l'hypocrisie française. Mais à mon sens, il faut souligner le fait que cette reconnaissance, en tant que telle, est un leurre, est une tromperie. Et donc, les militantes et les militants anti-sionistes et anti-impérialistes en Europe doivent être très clairs vis-à-vis de ça. Et aujourd'hui, vis-à-vis du génocide en cours, l'urgence est de dénoncer et combattre la complicité des États occidentaux, et notamment notamment de la France, mais aussi de réaffirmer que c'est d'abord et avant tout le peuple palestinien et sa résistance qui sera en capacité de se libérer du colonialisme sioniste. D'après toi, Tom, le choix de timing, comment nous pouvons expliquer ce choix de timing? Pourquoi maintenant, après 2 ans des massacres, de génocide contre la population de Gaza, et après 2 ans d'acharnement contre les voix pro-palestiniens, acharnement juridictionnel, policier,
des milices aussi, des menaces, de l'harcèlement. Tu es le meilleur exemple de tout ça. Voilà, Macron se présente comme le défenseur de la population palestinienne et de la cause palestinienne. Bah, pour moi, il y a deux raisons principales. D'abord parce qu'il y a un mouvement populaire croissant en soutien au peuple palestinien et il y a un isolement international qui est de plus en plus significatif vis-à-vis de l'occupation israélienne. Et donc, Macron répond aussi à sa propre population en essayant de se présenter comme un ami du peuple palestinien, ce qu'il n'est pas et ce qu'il n'a jamais été. Et le deuxième élément, c'est de voir que depuis maintenant près de 2 ans, il y a une opération génocidaire à Gaza qui est menée par Israël avec le soutien politique, économique et militaire de l'ensemble des puissances impérialistes occidentales. Évidemment, les États-Unis en premier lieu, mais pas seulement. La France, par exemple, ces 10 dernières années, a fourni 200 millions d'euros de matériel militaire à Israël. Et donc, ça fait 2 ans, et depuis 2 ans, Israël est dans une fuite en avant. Israël est en réalité dans une défaite stratégique parce que depuis 2 ans, alors qu'elle a tout donné, elle a été dans l'incapacité d'imposer une capitulation et une reddition totale des organisations palestiniennes présentes sur place. Et du coup, cette situation a provoqué l'émergence de contradictions au sein du bloc impérialo-sioniste, des contradictions non pas stratégiques, parce que tous sont d'accord pour défendre Israël en tant que projet colonial représentant les intérêts occidentaux dans la région, et tous sont d'accord pour liquider la cause palestinienne et son droit inaliénable à l'autodétermination. Mais ils ont un désaccord tactique sur les moyens d'y parvenir. Le duo Trump-Netanyahou sont dans une fuite en avant militaire, même si on observe ici et là des craquements et de l'émergence aussi de contradictions dans ce duo. Et puis de l'autre côté, on a plusieurs pays européens, et en premier lieu duquel la France, qui en tant que puissance impérialiste déclinante, essayent de tracer une voie alternative, une voie diplomatique, une voie politique, afin d'imposer la reddition du peuple palestinien. Et pour imposer cette voie, elle a trouvé comme alliés les régimes réactionnaires arabes, notamment l'Arabie saoudite, qui sont fer de lance dans ce projet qui, en réalité, est un projet qui vise à garantir la pérennité et la stabilité du projet sioniste dans le monde arabe et qui vise à garantir les intérêts impérialistes dans la région. En témoignent des déclarations d'Emmanuel Macron qui dit que Israël est en danger et qu'au regard de la situation, parce que le peuple palestinien augmente, parce que d'un point de vue démographique, les Palestiniens sont plus nombreux, il y a un danger à voir émerger un État binational. Et la meilleure manière de sécuriser le projet colonial et de sécuriser le projet sioniste, c'est une solution dite de 2 États, c'est-à-dire reconnaître des enclaves, des bantoustans pour les Palestiniens, pendant que le projet sioniste pourra prospérer tranquillement. Et d'après toi, Tom, est-ce que l'Union européenne est alignée aussi dans cette comédie? On a vu, par exemple, la reconnaissance déclarée par l'Espagne, mais l'Espagne, il a pris même des pas courageux, plus que l'Europe, plus que des pays arabes qui ont mis au service d'Israël, l'Émirat, l'Arabie saoudite, l'Égypte, la Jordanie et le Maroc. C'est pas la population marocaine. J'ai que de respect et de reconnaissance pour la population marocaine. La Grande-Bretagne aussi l'a déclaré la reconnaissance. Est-ce que aussi l'Union européenne est alignée dans ces démarches, dans cette philosophie comique d'Emmanuel Macron, d'après toi? Dans l'Union européenne, on voit l'expression de 2 tendances. D'un côté, il y a quand même 16 pays de l'Union européenne qui ont dit reconnaître l'État palestinien. Et donc la France, l'Espagne, la Belgique, etc. Ce sont des reconnaissances qui sont pour la plupart conditionnées notamment à la capitulation et la reddition des organisations palestiniennes. Et par ailleurs, il y a quand même des États européens qui maintiennent une position d'hostilité plus affirmée et plus franche, notamment évidemment l'Allemagne, qui est connue pour sa politique
fondamentalement pro-sioniste, de criminalisation du mouvement de solidarité avec la Palestine et de criminalisation de la diaspora palestinienne. Et évidemment, l'Italie qui est dirigée aujourd'hui par l'extrême droite. Mais pour autant, ce qu'on observe, c'est que l'Union européenne n'a pris aucune sanction vis-à-vis d'Israël, alors qu'il est quand même largement documenté que Israël commet un génocide, que Israël commet des crimes de guerre, que Israël commet un crime contre l'humanité, et notamment n'a pas suspendu ou annulé l'accord d'association qui fait d'Israël l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Union européenne. Donc, moi, ce que je pense, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'en définitive, l'Union européenne est une coalition de puissances impérialistes qui ne sera jamais un ami du peuple palestinien. L'Union européenne est au service des élites européennes, qui sont des alliés stratégiques d'Israël. Et par contre, ce qui est important de dire, c'est qu'il faut compter sur la mobilisation en Europe, notamment de la jeunesse européenne, qui maintenant, depuis près de 2 ans, ne cesse de démontrer son engagement en faveur du peuple palestinien et de sa résistance, comme on l'a vu en Espagne avec les immenses manifestations contre l'équipe cycliste israélienne lors d'un tour cycliste, ou comme en témoigne l'énorme grève générale qui a eu lieu lundi dernier en Italie. Donc c'est de là dont viendra le salut de l'Europe. Ça viendra de ces peuples qui se mobilisent en fraternité avec le peuple palestinien, et certainement pas ces élites et ces États qui sont des régimes profondément alliés au projet sioniste. François, Tom, je m'excuse parce que j'ai juste une séance après avec François. Après 2 ans de génocide, est-ce que tu penses, comme activiste de la société civile, que la société civile au moins a réussi à dénoncer et à garantir la visibilité de la souffrance de la population palestinienne à Gaza, malgré le blocus médiatique, malgré les mensonges, les manipulations de ces plateaux de haine, hein, Pascal Pou, Darius Rechpin, il est bien connu, hein, c'est un serviteur de la manipulation de l'information du système, au service du système. Il ne faut jamais oublier que Darius Rechpin est aussi le service public audiovisuel de la français a donné l'occasion à Benjamin Netanyahu à venir justifier ces massacres contre la population palestinienne. Il ne faut jamais oublier ça. Je m'excuse. Comme ça a été le radio de Berlin, le radio de Macaulay qui a justifié aussi les atrocités entre Hutus et Tutsis, le génocide de Rwanda. Est-ce que la société civile a réussi à garantir la visibilité, à dénoncer la complicité directe ou indirecte de l'Occident dans ce génocide contre les Palestiniens? Oui, je pense que la société civile, notamment en Europe, s'est mobilisée de manière significative depuis maintenant près de 2 ans en soutien au peuple palestinien à sa résistance. Évidemment, je pense que c'est un effort qu'il faut poursuivre, intensifier, élargir, approfondir, etc. Par ailleurs, elle n'a pas fait que dénoncer, elle s'est aussi mobilisée de manière conséquente, et ça a pu avoir des effets directs contre des entreprises qui coopèrent avec l'occupation israélienne et qui de facto soutiennent l'opération génocidaire à Gaza. Je voudrais notamment souligner l'excellent travail qu'a mené le mouvement Palestine Action en Grande-Bretagne, mais pas seulement, aussi dans d'autres États comme aux États-Unis ou en Allemagne, contre le principal fabricant d'armes israélien Elbit Systems. C'est une campagne qui a permis de faire fermer plusieurs sites de cette entreprise d'armement, qui a fait fermer son siège à Londres, qui a fait interrompre des contrats, notamment d'assurance, avec cette entreprise. C'est une campagne qui a été très durement réprimée en Grande-Bretagne, qui a été classée organisation terroriste. Par ailleurs, il y a plus de 24 prisonnières et prisonniers politiques de ce mouvement qui sont aujourd'hui détenus en Grande-Bretagne, mais qui ont montré la voie aujourd'hui, le peuple palestinien doit pouvoir compter sur des mouvements qui combattent de manière conséquente l'alliance des États et des entreprises occidentales avec le génocide en cours. En France, on est particulièrement bien placé parce qu'il y a des entreprises comme Carrefour
qui ont un rôle direct dans la colonisation en Palestine, notamment en s'implantant en Cisjordanie occupée, mais aussi en fournissant des colis alimentaires au début du génocide aux soldats de l'armée d'occupation israélienne. Et Carrefour a subi des pertes importantes avec la fermeture de plusieurs magasins dans plusieurs pays arabes, mais aussi en Italie, etc. Et ça, c'est le fruit d'une mobilisation populaire significative. Et donc, moi, je pense que là, aujourd'hui, l'urgence, c'est de poursuivre cette voie, notamment en France, où il y a une course à la militarisation de plus en plus inquiétante de la part des élites et des autorités françaises. Et on sait aussi que la France est le deuxième exporteur d'armes dans le monde. Et il y a un enjeu à s'opposer à la fois à la militarisation de nos sociétés et à s'opposer au commerce des armes, notamment d'entreprises comme Safran, Thales, Airbus, etc., qui toutes ont un volet militaire et qui toutes coopèrent de manière directe ou indirecte avec l'armée d'occupation israélienne. Donc l'urgence est à élargir et à se mobiliser autour de perspectives évidemment anti-sionistes, mais aussi fondamentalement et radicalement anti-impérialistes. Ma dernière question, Tom, quelle issue sera pour cette guerre génocidaire d'après toi? Est-ce que tu es pessimiste ou optimiste pour l'essor de la population palestinienne? C'est difficile à dire. Évidemment, la situation aujourd'hui est particulièrement dramatique. Là, on voit que ça soit Trump, que ça soit Netanyahou, que ça soit Macron, etc., tous ont des perspectives pour Gaza qui excluent l'exercice du droit à l'autodétermination du peuple palestinien à Gaza. Toutes voient comme une aubaine économique la question de la reconstruction de Gaza. Mais déjà, ce qu'il faut dire, c'est que, à mon sens, le génocide à Gaza n'est qu'une étape, malheureusement, dans les 77 ans de colonialisme de peuplement en Palestine. Et depuis maintenant plus de 77 ans, en réalité, depuis un siècle, le peuple palestinien a fait preuve d'ingéniosité, de fermeté, de détermination à poursuivre sa résistance et la défense de son droit inaliénable à la liberté et à l'émancipation sur l'ensemble de la terre de Palestine, de la mer au Jourdain. Donc, évidemment, le chemin est long. Évidemment, il peut être pavé d'échecs, de reculs et de défaites, mais il sera inexorable vers la libération. Et face à ça, nous, notre responsabilité ici, c'est aussi de réaffirmer que la seule perspective juste et durable dans la région passe par le démantèlement de l'État sioniste et l'émergence d'une Palestine libre et démocratique de la mer au Jourdain. La seule perspective, c'est de soutenir la résistance du peuple palestinien et de rappeler que dans une lutte anticolonialiste, l'acteur de sa propre libération, c'est d'abord le peuple colonisé. Et à mon sens, l'exemple vietnamien ou l'exemple algérien nous rappelle que même face à un ennemi très puissant, un peuple déterminé, organisé et qui résiste ne peut pas être vaincu. Tom, est-ce que tu crois qu'un jour la justice internationale va rendre justice aux victimes palestiniennes, aux enfants, aux femmes, aux vieillards, aux médecins, infirmiers qui ont été massacrés par Israël en complicité avec l'Occident? Malheureusement, on voit que la justice internationale, en réalité, elle est aussi l'expression du rapport de force international qui, pour l'instant, est encore en faveur des puissances impérialistes occidentales. Et on voit à quel point la justice internationale fonctionne sur le principe du deux poids, deux mesures dans cette affaire. Et qu'en réalité, tant que l'impérialisme occidental dominera ces instances, il ne pourra pas y avoir l'émergence d'une justice internationale au service du peuple palestinien. Mais par ailleurs, moi, j'ai l'intime conviction que l'histoire rendra justice au peuple palestinien, l'histoire rendra justice à ceux qui se sont tenus à ses côtés, et que c'est aujourd'hui la voie à suivre. On a d'abord et avant tout la légitimité du combat anticolonialiste avec nous,
et c'est important de le réaffirmer sans cesse en dépit de la politique de criminalisation et d'illégalisation du mouvement de solidarité avec la Palestine en Europe. Et je voudrais souligner que le jour de la libération de Georges Ibrahim Abdallah, après plus de 40 ans de détention en France, le pays soi-disant des droits humains, Georges Abdallah a rappelé que le seul chemin vers la libération, le seul chemin vers la justice, c'est le chemin de la résistance, et ce, peu importe le prix. Merci infiniment, camarade Martin. J'espère te retrouver prochainement avec une Palestine libre. Merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup. Merci à toi.